Rosen, ça me fait très plaisir de te recevoir. Merci. Bienvenue. Rosen est directrice de post-production. Aujourd'hui, on va en parler parce que j'ai cru comprendre que tu avais été aussi directrice de production. Donc, on va peut-être commencer par ça d'ailleurs. Alors, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ton parcours et sur ton parcours de directrice de production, tes débuts dans le milieu, nous expliquer un petit peu tout ça. Oui, directrice de production pendant pas mal d'années. En fait, les circonstances ont fait que je suis partie sur un stage post-études audiovisuelles au Luxembourg. Et il se trouve que je suis arrivée au moment où les productions, notamment américaines, venaient de plus en plus tourner au Luxembourg, évidemment pour des raisons d'avantages fiscaux. Pas que les Américains d'ailleurs, avec les Anglais principalement en tant que producteurs. Et puis des producteurs français aussi se sont installés petit à petit. Et du coup, j'y suis restée parce qu'il y avait des opportunités incroyables à ce moment-là. Ils cherchaient énormément à monter des équipes sur place. Donc c'est bien parce que je sais ce que c'est que de chercher à monter des équipes locales. Je l'avais déjà vécu. Mais du coup, voilà, j'ai travaillé d'abord coordinatrice de production, puis directrice de production sur des longs métrages de fiction uniquement, pendant plusieurs années. Au bout de plusieurs années, pas loin de 10 ans quand même, plus le désir de faire un peu autre chose, mais surtout de bouger géographiquement, parce que ça faisait quelques années. Et du coup, voilà, j'avais déjà découvert la région, j'avais déjà eu un crush pour la région, ne sachant pas du tout ce qu'on pouvait y faire en termes de production audiovisuelle, cinéma, long métrage. Mais bon, voilà, de temps en temps, il faut prendre un risque et sauter le pas. Chose que j'ai fait en sachant que je pouvais toujours remonter au Luxembourg. Du coup, grâce à ça, j'ai eu la chance, effectivement, d'avoir eu des coups de fil petit à petit pour des prods étrangères en France. Donc, j'ai fait quelques longs métrages en France et finalement, principalement, évidemment, je cherchais surtout ce qui pouvait se faire en région. Et c'est enfin arrivé. Donc là, j'ai connu les équipes locales qui se rencontraient une fois par mois, et d'ailleurs, c'est toujours le cas. Par le biais de l'association Focus, qui est une association donc de techniciens de la région, qui se retrouvent tous les mois et qui échangent, qui se donnent des tips, qui se donnent des infos. Donc, qui est toujours importante, mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait tellement peu de tournage que c'était vraiment là où on pouvait s'échanger le plus d'infos. Et puis bon, le bureau d'accueil de tournage de la région a enfin existé, et donc c'est devenu de plus en plus dynamique. C'est super. On parle de la région Occitanie, bien sûr. Oui, dorénavant, oui, pardon. Voilà, donc Montpellier, alentour, enfin Occitanie, c'est tellement grand. En fait, oui, maintenant, oui, avant c'était un peu moins grand. C'est pas du tout ça, parce que Toulouse, ils ont un autre vivier de personnes, de techniciens, etc. Mais oui, Focus, moi aussi, en fait, quand je suis sorti de l'université, j'allais au rendez-vous Focus en espérant rencontrer des gens, trouver des projets, des opportunités. Donc, comme quoi, ça joue un rôle important, le milieu associatif ou ce genre d'association pour faire rencontrer des gens, faire émerger des projets. Ouais. Donc voilà. Ma question, c'était aussi, est-ce que ça t'aide aujourd'hui dans tes fonctions d'avoir été dans la prod? Oui, aujourd'hui, tu as bifurqué vers la post-prod. Ouais, tout à fait. Mais est-ce que ça t'aide d'avoir eu cette expérience de prod dans ce que tu fais aujourd'hui? Oui, beaucoup, parce que comme en post-production, donc on s'occupe de tout ce qui se passe après. Dès le démarrage, d'ailleurs, donc d'abord, Demain nous appartient, avant de prendre Ici tout commence en plus. De discuter avec la mise en scène, de lire des résumés de scénarii et de lire des dépouillements, chose que j'avais l'habitude de lire, me donner une idée de la complexité qui allait bientôt arriver en post-prod, en fait. Donc du coup, c'est un énorme avantage, je trouve. Je pense que j'ai pas un profil habituel d'une directrice de post-prod, qui est plutôt, je pense, plus technique comme profil habituellement.
Et c'est vrai que moi, j'ai cette double formation, entre guillemets, en tout cas expérience, qui fait que je vais aller chercher l'info en amont, sachant comment se passe un tournage. Si je vois qu'il va y avoir une explosion, ben, je vais pas attendre les images et le son. Je vais directement aller voir la mise en scène avant et voir mais de quoi on parle et comment vous pensez le tourner et en quel format et du coup pour moi derrière pouvoir planifier aussi plus de temps, pas seulement en termes artistiques, j'ai envie de dire, de montage, de mixage et autres, c'est aussi en termes de technique personnelle pour, euh, pour dérusher toutes ces séquences et qu'elles soient dispo, j'ai envie de dire, plus de l'artistique du coup derrière. Mais l'autre chose, c'est que ce qui est aussi très intéressant, c'est que maintenant que j'ai aussi plus de connaissances à force en post-production, ça permet de discuter en amont quand il y a des particularités de tournage qui vont, par exemple, mêler des effets spéciaux, bah, de voir ensemble qu'est-ce qui est le plus malin. Que vous y passiez 2 heures de plus sur le plateau ou que ce soit nous avec une personne qui passe 2 heures de plus ou on ne saura pas faire dans les délais parce qu'on parle quand même de quotidienne. Là. On n'est pas non plus... on n'a pas toute la vie devant nous pour traiter les images et les sons. Donc voilà, la rapidité, c'est un double challenge, mais pour le coup que la mise en scène est très habituée aussi sur ce format. Et donc il faut voir un peu le plus efficace, le plus rapide, tout en ayant le meilleur rendu souhaité par la mise en scène, les producteurs, la chaîne, etc. Je rappelle que toi, tu es directrice d'une post-production très particulière, parce que ça ne ressemble pas du tout aux autres post-prod qu'on connaît, parce que vous produisez un débit tellement grand d'épisodes, on parle de à peu près 1 heure de PAD tous les jours. Est-ce que tu peux... 1 heure de PAD que vous prenez en charge depuis le début, depuis les rushs, montage, étalonnage, mixage, musique, etc. et j'en passe. Est-ce que tu peux nous expliquer la particularité de cette organisation ? En quoi c'est différent des autres post-prod ? Qu'est-ce qu'il faut organiser dans ce genre de post-prod qu'il n'y a pas ailleurs, en fait ? Ouais. Alors, ce qu'il y a ailleurs, je vais quand même pas dire que les autres ils peuvent avoir plus de temps, mais ils n'ont pas forcément non plus énormément de temps. Tout le monde a des budgets, tout le monde a des plannings. Il y a une période de diff, il y a une livraison à un client, donc de toute façon, il y a toujours des délais à tenir. Ce qui se passe ici, c'est que la diffusion, effectivement, est tous les jours pour chaque épisode. Donc, ce qui va être particulier, c'est d'être sans arrêt en train de jongler, c'est-à-dire qu'il faut pré-planifier très longtemps à l'avance, d'où toutes ces conversations et ces échanges avec la mise en scène en amont aussi, pour être prêt, pour se tenir prêt, et donc ne pas avoir 3 monteurs et un mixeur cette semaine-là, mais 5 monteurs et prévoir déjà du mixage supplémentaire et ou du montage son supplémentaire. Donc, le puzzle bouge tous les jours. Il y a une matrice qui est de à peu près en moyenne tant de monteurs épisodes, tant de monteurs résumés, tant de monteurs musique, etc. jusqu'à étalonnage et mixage. Et pareil pour toutes les étapes techniques. De temps en temps, il faut du renfort aussi, assistant à montage, technicien d'exploitation. Mais là, on est sans arrêt en train, bien que la matrice soit faite, à chaque tournage, à chaque préparation de tournage, j'adapte le planning. Et donc voilà, le budget, ça passe juste, ça passe pas. Mais voilà, il faut mener tout de front pour que. Donc voilà, la particularité, c'est qu'il y a beaucoup de monde tout le temps, puisqu'on fait pas une étape. Puis on va ouvrir la salle de montage son pour faire le son. Puis le monteur son, il va partir. Tout en même temps. On a tout de front, toutes les étapes de front tout le temps, évidemment à des périodes de vie d'épisodes différents. Est-ce que vous avez vous donnez des recommandations à la production en mode n'écrivez surtout pas ça, ça en prend pas en charge, etc. Est-ce qu'il y a déjà une charte, on va dire une sorte de contrat moral avec la post-production ? Ou est-ce que vous lisez les scénarios et vous
vous analysez ça après, vous dites, bon, bah, pour ça, on peut proposer telle solution, etc. Non, non, on voit beaucoup de choses en amont, ne serait-ce que sur un terme budgétaire. Il faut quand même être prêt à dépenser plus d'argent pour des séquences exceptionnelles. Ce qu'on a fait aussi au fur et à mesure des années, c'est qu'on a mis en place comme des chartes. Et on prévient par exemple la mise en scène que tout ce qui est ombre de perche, on peut les enlever facilement. Tout ce qui est quand on incruste dans des téléphones portables ou des écrans d'ordinateur, voilà ce qu'il faut faire et pas faire pour que nous, derrière, ce soit plus facile, plus rapide, plus efficace et surtout avec un plus joli rendu. Parce que ça, c'est souvent, j'ai envie de dire, en termes de prod et de tableau Excel, on va dire c'est quoi le plus efficace et le moins cher. Oui, enfin attention, il faut quand même que le rendu soit joli et que voilà, et qu'on mette le meilleur à l'écran. Donc voilà, c'est organiser tout ça pour que tout le monde soit content au bout du compte. Mais non, on va pas juste lire une séquence brute en se disant ah tiens ils vont faire une explosion avec 25 acteurs au bord de l'eau. Non, on va pas rester insensible. On va vite leur parler et Donc, voir. les scénaristes sont déjà sensibilisés à ce qu'il faut écrire, ce qu'il faut pas écrire. Pour ce qui est des scénaristes, pardon, je pensais qu'on était à l'étape avant le tournage. Remontons peut-être. Alors les scénaristes, effectivement, quand il y a on a eu un crash d'avion par exemple sur DNA, ils nous en ont parlé avant l'écriture. C'est-à-dire qu'ils ont posé l'idée et ils sont venus nous en parler, et côté production et côté post-production, donc sous-entendu surtout effets spéciaux pour le coup. Qu'est-ce qu'on peut faire et jusqu'où on va aller dans le texte avant de présenter à la chaîne. Voilà, on va pas présenter quelque chose qui est infaisable. Donc oui, c'est arrivé, fort heureusement, et ça arrive encore régulièrement. Et ça, c'est très très bien. C'est tellement important parce que justement, quotidienne, on n'a pas le temps. Ouais. Après, il va falloir que ça file. Et on peut passer. Et oui, on peut passer un peu plus de temps sur certaines séquences, certains épisodes, mais un peu. C'est pas indéfiniment élastique. On peut pas faire une séquence sur une journée entière ou comme dans certains films américains, on fait une séquence sur 3 jours. Ça peut arriver, c'est déjà arrivé sur nos séries, c'est déjà arrivé de faire que 2 séquences par jour. Mais du coup, il faut prévoir équipe Z, XY la semaine d'après pour vite rattraper. En fait, c'est ça. C'est l'accordéon, quoi. On n'arrête pas et on rattrape et on reprend un peu plus de temps et on rattrape. Mais bon, on essaye en tout cas en post-prod de ralentir le moins possible en ayant anticipé le plus possible et charger un petit peu plus les équipes si besoin. Heureusement, on a beaucoup de salles. Parlons peut-être d'effets spéciaux, de VFX plus particulièrement. Donc, vous avez une salle pour ça? Est-ce que vous en faites On en fait tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Il y a plusieurs stades de VFX. Il y a déjà un poste. Donc, on a plusieurs postes en post-production, dont, par exemple, le poste, nous, on l'appelle finish, mais c'est / VFX, qui est vraiment une personne par série, par jour, qui fait un épisode. Donc, elle a quelques étapes techniques et d'écoute en son pour faire ce qu'on appelle une confo son pour le montage son. Mais le plus gros de sa journée, ça va être tous les VFX de l'épisode en cours qui doit être étalonné ensuite. On peut ne pas avoir fini tous les VFX avant l'étalonnage, mais le but du jeu, c'est ça. Et donc, ça va être toutes les ombres de perche, ça va être les perches elles-mêmes, ça va être un souci de... Ça, c'est un peu dans les chartes aussi par rapport à l'écriture. Est-ce qu'on peut tout... Il y a aussi d'autres alertes que tout ce qui est VFX, j'ai envie de dire, c'est aussi dans l'éditorial. On peut pas non plus mettre des marques à l'écran, on peut pas mettre n'importe quelle musique pour les ayants droit, toutes ces choses-là. En VFX derrière, il va y avoir par exemple en déco, ils ont tourné devant une devanture de boulangerie et le boulanger n'a pas voulu qu'on recouvre son nom. Bon bah nous, ce poste-là en effets spéciaux, tous les jours, ils gomment des enseignes. Okay. Ouais, voilà. Il y a du nettoyage de marques sur un vêtement. Il y a voilà. Donc après, il y a des plus gros VFX qui sont pas si rares que ça. Outre des grandes machines comme l'histoire de l'avion, mais à côté de ça, on a aussi régulièrement
Alors bon, bah, il y a par exemple, c'est terrible, hein, mais un acteur ou une actrice a un bouton de fièvre. Ok. Voilà, ça va durer une semaine. Ça me rappelle Une semaine fois séquence. X séquences. Oui. On a appelé un décor chez Tarbouillou et en fait, on a commencé à tourner, on se rend compte que chez Tarbouillou existe et c'est une marque déposée. Ok. Donc on va tout gommer, faire des post-synchro pour changer dans les textes, à l'image. Donc tout d'un coup, c'est un peu une armée de VFX qui se déploie. Alors une armée, en général, entre 1 et 2 personnes en plus, on y arrive, mais cette personne va ne faire que ça, peut-être pendant une semaine ou... Donc, il y a la correction d'erreurs, mais là, justement, je vois que il y a Nicolas Prévost qui pose une question sur l'insertion des images d'accessoires Numérique. ou de déco par VFX. Je suppose que vous faites ça aussi régulièrement. Là, tu viens de citer un exemple avec voilà, changer la devanture d'une boulangerie. Ça peut être rajouter un nouveau nom parce que tu gommes un nom, tu mets tout un à autre. fait. Ah oui, Donc, oui, tu oui. aides la déco finalement à faire un. Tout à fait. Et c'est travail. pareil, depuis toutes ces années où on travaille ensemble, on s'en parle de plus en plus en amont aussi. Et ça, c'est vraiment top parce qu'ils nous disent, bon, bah voilà, on a un décor, mais là, on va pas pouvoir. Il est à 3 mètres de haut ou 8 mètres de haut. Donc là, on dit au tournage, OK, enfin à la mise en scène, parce que je fais des réunions mise en scène maintenant. J'ai mis ça en place depuis 1 an, en préparation, où voilà, ils nous montrent la photo de leur décor et il va y avoir l'enseigne de la banque, machin chouette, on ne pourra pas la masquer, elle est inatteignable. Ou bien ça va prendre une grue, évidemment, on laisse tomber la grue. Et nous, on leur suggère des axes de tournage qui font que ce ne sera pas trop compliqué pour nous. Que personne ne passe devant, que la caméra soit assez fixe, etc. Voilà. Okay. Donc, après, plus c'est fixe, moins ça coûte cher pour vous j'imagine, de faire du tracking, etc. Exactement. Parce que, comme je dis toujours, tout est possible. Allez-y, bougez la caméra, focus, pas focus, allez-y, on y va. Tout est possible. C'est juste que ça va être beaucoup plus long et que ça va coûter plus d'argent. Mais nous, on a une deadline de diffusion qui fait qu'à un moment donné, le temps le plus long, il va pas non plus être illimité. Donc, si c'est pour envoyer quelque chose de pas très joli à l'écran, ben non, on ne sera pas satisfait. Donc, on essaye effectivement, dans les dialogues en amont, de pré-corriger, oui, tout à fait, des marques à l'écran. Après, on insère des applications dans les téléphones. C'est quand même des séries très, très contemporaines. Donc, beaucoup de téléphones portables, beaucoup d'ordi, oui. beaucoup d'infographies. On en fait beaucoup, oui, tout à fait. Alors, outre que, évidemment, le département numérique fait un boulot incroyable à ce niveau-là, avec toutes les applis qu'ils doivent prévoir pour le tournage. Mais ça n'empêche qu'un téléphone portable tourné en plein soleil, même s'ils avaient déjà l'appli, potentiellement, on va la réincruster en post-prod. Lisible, voilà. Voilà, exactement. Après, pareil, on l'avait, mais il y avait une faute d'orthographe, la photo était pas bonne. Enfin voilà, tout le monde à tous les postes est dans l'urgence. Donc, et nous sommes des humains. Voilà, tout le monde fait au mieux. Ça me rappelle le fameux groupe Facebook dont tout le monde parle, qui s'appelle On verra en post-prod. Voilà, on verra ça en post-prod. On verra ça en post-prod.